Europe 1. 16h-18h, Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. le récit. Aujourd'hui, on remonte loin, vraiment très loin dans le temps. C'est en peau de bête et avec un gros gourdin à la main que Stéphane Bern nous raconte celui qui a allumé le feu parmi les premiers, bien avant Johnny Hallyday, l'homme moderne, et notre ancêtre à tous, finalement, l'homme de Cro-Magnon. Si vous ressentez comme une envie soudaine d'allumer un feu avec 2 morceaux de silex et de frapper des 2 poings sur votre poitrine, vous n'êtes pas seul. C'est que cette musique réveille quelque chose de primitif en nous. C'est tout le talent de son compositeur, Richard Strauss, mais aussi du réalisateur qui sut en tirer profit, Stanley Kubrick. Certains d'entre vous l'auront tout de suite reconnu. C'est la musique de son chef-d'œuvre cinématographique 2001, l'Odyssée de l'espace. Je ne sais pas vous, mais moi, avant de me plonger dans le sujet, quand je pensais à la découverte du feu par l'homme, je l'imaginais un peu comme dans la première scène de ce film grandiose, justement. Celle dans laquelle des australopithèques découvrent l'usage de l'outil avec des hommes ressemblant encore beaucoup à des singes. Des australopithèques poilus, voûtés, le bourrelet susorbitaire encore fortement prononcé, balançant leurs bras dans tous les sens, émettant des sons aigus et paniqués. Et à un moment, l'un d'entre eux aurait, par hasard, en frottant 2 silex l'un contre l'autre, découvert la domestication du feu. Bon, eh bien, ce n'est certainement pas de cette manière-là que ça s'est passé. Les australopithèques remontent à très très loin, à 2 millions d'années. Et cette grande découverte qui fut la maîtrise du feu par les hominidés, les paléontologues la situent généralement bien plus tard, aux alentours de 400 000 ans avant notre ère. Des découvertes récentes la feraient certes peut-être remonter un peu plus loin, vers 800 000 ans, mais dans les 2 cas, ce serait une prouesse qui serait à imputer à l'Homo erectus, un ancêtre déjà beaucoup moins poilu. Vous l'avez compris, il n'existe pas de datation précise de cet événement. Le feu, vous vous en doutez, se prête difficilement à l'investigation archéologique. Il laisse certes des traces de combustion, mais il est extrêmement difficile pour les archéologues de savoir de quelle manière il a été allumé et pourquoi. Alors, c'est un domesticateur plus tardif du feu et donc parfaitement avéré que j'ai décidé de m'intéresser, à savoir notre ancêtre direct, Cro-Magnon. Petit quiz pour vous, Mathieu. Sous quel autre nom désigne-t-on généralement Cro-Magnon ? On l'a étudié à l'école, je dirais Homo sapiens, on disait même Homo sapiens sapiens. Vous avez gagné. Alors, on n'utilise plus tellement, il faut vous le dire quand même, je vous en ai un demi-point, D'accord. le terme d'Homo sapiens sapiens. Mais c'est tout à fait ça, sinon. Cro-Magnon est un terme que l'on utilise dans le langage courant pour désigner des Homo sapiens du Paléolithique supérieur, ceux qui se sont établis en Europe entre 40 000 et 12 000 ans avant notre ère. Des Homo sapiens avec une capacité cérébrale élevée, si vous voulez, nos ancêtres directs, l'homme moderne. Et lui, au moins, nous en sommes sûrs, il savait allumer le feu. Pour la petite histoire, le terme de Cro-Magnon, qui signifie en occitan et en latin « abri sous roche », était au départ celui donné à un groupe de squelettes humains découverts en Dordogne en 1868. L'expression s'est ensuite étendue pour englober plus largement tous les représentants de cette espèce. Je vous propose donc un autre tableau que celui que nous imaginions au départ. Étayé celui-ci par la recherche archéologique préhistorique. Pas d'hommes poilus gesticulants cette fois. Ces protagonistes-là nous ressemblent beaucoup. On parle d'hommes, mais on l'a déjà dit ici, il y a évidemment les femmes. Ils ont la même morphologie qu'aujourd'hui, une morphologie moderne, comme disent les scientifiques. Leur capacité crânienne aussi est semblable à la nôtre. Ils sont grands, forts, musclés. Ils ne sont pas nus non plus. Ils portent des vêtements fabriqués à l'aide de peau qu'ils cousent avec des aiguilles en os. Peut-être ont-ils même déjà un certain sens du style. Bon, pas pour plaire, n'est-ce pas, à Anna Wintour, mais quand même. Bref, leur mode de vie est déjà assez sophistiqué. D'ailleurs, contrairement à ce que l'on a pu dire, l'homme de Cro-Magnon ne vit pas dans des grottes. Celui que l'on a tendance à surnommer à tort l'homme des cavernes vivait en réalité en plein jour à la lumière, dans des campements construits avec soin et dont l'emplacement n'était pas choisi au hasard. Quelques exemples de ces habitations ont d'ailleurs été retrouvés. Des traces de cabanes adossées à une paroi rocheuse dans le Périgord, par exemple, ou des vestiges de tentes avec charpente en tronc en Rhénanie, en Allemagne. Celui-ci est intelligemment installé sur un promontoire épargné par les crues. Ces campements étaient pour la plupart temporaires. À cette époque, nous étions encore des chasseurs-cueilleurs. Nous ne pratiquions pas encore l'élevage et ne cultivions pas la terre. Cro-Magnon est un semi-nomade qui suit les migrations saisonnières du gibier, le renne principalement, et qui vit en tribu, par groupe de 20 ou 30 personnes.
Et la vie de la tribu, justement, s'organisait vraisemblablement autour d'un feu principal. C'est ce que laissent penser des fouilles effectuées à Étiole, dans l'Essonne. La manière dont ces feux étaient allumés reste relativement énigmatique, faute de preuves probantes. La technique qu'ils utilisaient le plus probablement consistait à frotter 2 baguettes de bois ensemble pour échauffer une matière sèche et inflammable, comme de la mousse. L'utilisation de 2 silex était également possible, quoique probablement moins courante. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'allumer un barbecue avec des silex. Bon, c'est loin d'être évident. Oui, non, c'est même très dur. Quant à l'utilisation qu'ils faisaient de leur feu, elle était multiple. Ils servaient à se chauffer, bien sûr. Rappelons qu'à cette époque, il y a plus de 11 000 ans, l'Europe vit sa dernière période glaciaire. Elle est peuplée de rennes et de mammouths. Mais ils servaient aussi d'ailleurs à fumer la viande de ces animaux ou à la cuire. C'était également une source de lumière à la nuit tombée. Autre utilisation encore, le feu servait à fabriquer des outils. L'homme de Cro-Magnon se démarque par une utilisation abondante de l'outil, qu'il soit en os, en pierre ou en bois. Et pour les fabriquer, il utilise des techniques pour le moins sophistiquées. Par exemple, il se sert du feu pour briser de gros blocs de pierre ou fracturer des bois de cervidés. Plus impressionnant encore, il s'en sert aussi pour améliorer la qualité de ses matières premières, les rendre plus résistantes, plus dures ou plus élastiques. Il s'en sert aussi pour fabriquer des colorants, des ocres naturels qui, à la chaleur du feu, changent de nuance, du rouge, du brun, de l'orange, du jaune, dont il se servait ensuite pour peindre les objets ou les parois des grottes. Car outre sa maîtrise remarquable du feu, Cro-Magnon était également, on le sait, un artiste. Les peintures pariétales de Lascaux ou de Chauvet en sont les exemples les plus célèbres. Mais Cro-Magnon peignait aussi à l'air libre, pas seulement dans des grottes, sur des rochers, sur des meubles par exemple. On a longtemps pensé que Cro-Magnon, l'homme moderne, était le seul à pratiquer l'art pariétal, le seul et le premier. Eh bien, imaginez-vous Mathieu, c'est faux. Il a été devancé. De nouvelles méthodes de datation ont en effet permis de faire remonter des traces de peinture pariétale retrouvées dans des grottes espagnoles à moins 60 000 ans, soit 20 000 ans avant l'apparition de Cro-Magnon. Et elles seraient signées de la main d'une espèce humaine aujourd'hui éteinte, une espèce avec laquelle nous avons un temps cohabité en Europe. Je parle bien sûr de l'homme de Néandertal. On ne peut pas parler de Cro-Magnon, Mathieu, sans parler de Néandertal. Les deux ont d'ailleurs longtemps été considérés comme une seule et même espèce. Mais Néandertal, semblerait-il, n'était pas une sous-espèce du genre Homo sapiens, mais bien une espèce à part entière. On le sait aujourd'hui, l'histoire de l'évolution de l'homme ne suit pas un schéma linéaire. Elle est plus complexe, buissonnante même. Et nous ne sommes pas non plus l'espèce dominante, comme on l'a longtemps pensé. Prenez Néandertal, c'était une espèce plus robuste que la nôtre, peut-être même plus intelligente. Son cerveau était plus volumineux, par exemple. Bon, c'est notre amour-propre qui en prend un coup, n'est-ce pas ? Non, c'est clair. Et non content de nous devancer sur le plan physique et sur le plan intellectuel, Néandertal, semble-t-il, nous a également devancés dans le domaine des arts. Et ce n'est pas le seul exploit à son tableau de chasse. Contrairement à Cro-Magnon, on sait depuis longtemps que ce cousin plus ancien enterrait déjà ses morts, qu'il possédait des objets de parure et faisait usage de nombreuses matières colorantes. Quant au feu, c'est quand même le thème du jour, il semblerait également qu'il ait su le produire, et cela dès le paléolithique moyen. Mais alors pourquoi Néandertal a-t-il disparu et pas nous ? Je vous pose la question, Stéphane. C'est une question qui taraude les chercheurs depuis longtemps, une affaire passionnante et dont nous sommes les coupables tout désignés. Cro-Magnon est-il coupable d'un génocide ? La question se pose. D'autant que toute trace de Néandertal disparaît relativement peu de temps après l'arrivée d'Homo sapiens en Europe. 15 000 ans seulement. L'Europe qui était avant cela, la chasse gardée de Néandertal. Bon, je vais vous rassurer maintenant. Il semblerait, selon les dernières avancées de la recherche, que nous ne soyons pas si coupables que ça. C'est autre chose qui en est la cause. Quelque chose de bien moins sinistre. Quelque chose de coquin même. Un phénomène que l'on appelle l'extinction par hybridation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que nous nous sommes tellement reproduits avec Néandertal que l'espèce la moins nombreuse a fini par se fondre génétiquement dans l'autre. L'ADN de Sapiens prenant le dessus. Grâce au séquençage du génome de Néandertal en 2010, on sait en effet qu'une petite partie de notre héritage génétique provient de lui. Comme dirait notre Johnny National, connu lui aussi pour avoir allumé le feu, on a tous en nous quelque chose de Néandertal. Europe 1, Historiquement vôtre.